Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Chérie, je vais au marché. Je prends du poisson. Super! Prends aussi quelques fruits de mer si tu en trouves. Alors, Émilie, comment vas-tu? As-tu passé de bonnes vacances? Oui et non. En fait, j'avais besoin d'argent. Alors, j'ai travaillé 1 mois à la ferme à ramasser les fruits. C'était pas des vacances, mais j'ai adoré. Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Oui, bonjour madame. Je me présente, Hervé Desmar. Je cherche un hébergement pour des vacances au soleil, mais je ne sais pas quoi choisir exactement. Puis, t'as décidé finalement ce que tu vas faire pour tes prochaines vacances d'été? Bon, tu sais que je peux pas voyager, mais j'ai prévu de faire plein d'activités estivales. Il y a trop de choses à Montréal l'été, c'est incroyable. Ah oui, c'est vrai. Raconte-moi ça. À la fin du mois de juin, je vais aller au Jazz Fest parce que j'ai toujours été passionnée par la musique. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. En raison de vents violents et de très forts courants, la mer est extrêmement dangereuse. La baignade est donc interdite aujourd'hui. Merci de respecter le règlement et de surveiller vos enfants. Amis festivaliers, amis festivalières, la canicule se poursuit. On annonce 39 degrés pour cet après-midi. Des points d'eau sont disponibles un peu partout sur le site. Buvez régulièrement et rafraîchissez-vous le visage et les bras. Des équipes médicales circulent, n'hésitez pas à les solliciter. En raison d'un événement naturel hors de notre contrôle, l'aéroport de Denpasar sera fermé pour les prochains jours, et ce jusqu'à nouvel ordre. Les vols à destination de Bali seront donc annulés. Les passagers concernés sont invités à se présenter au comptoir de la compagnie pour plus d'informations. Bienvenue au Salon international du livre du Québec. Il reste des places pour l'atelier d'initiation au dessin manga qui commence dans 30 minutes.
Rendez-vous vite dans la zone jeunesse, en face de l'entrée principale. En raison d'un problème informatique bien involontaire de notre part, le logiciel pour le test n'ayant pas fonctionné pendant l'heure précédente et n'étant pas encore rétabli, nous avons le regret de vous annoncer que nous sommes dans l'obligation d'annuler l'examen aujourd'hui. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et nous vous prions de vous rendre à la réception afin que l'on puisse vous ajouter sur la liste pour la prochaine date d'examen. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Bonjour Émilie, c'est Adama. Est-ce que tu peux me rappeler? J'ai besoin de ton aide sur Excel. Il y a une formule que je n'arrive pas à modifier. Merci d'avance. Allô? Puis quoi de neuf? C'est ta blonde au téléphone. J'ai toujours beaucoup de misère à tomber sur toi. Un jour, tu vas décrocher. Ça m'agace, mais bon. Tu peux me rappeler dès que tu as mon message? Fais-moi signe parce que quand tu vas connaître la nouvelle, tu seras surpris que je t'invite à prendre un verre demain soir. Tu sauras bientôt pourquoi. Bonjour, Madame Silis. Ici Lisa Levert. J'ai eu votre numéro par le professeur Simons. Je suis étudiante en histoire à l'Université de Sherbrooke et j'aimerais vous interviewer à propos de vos travaux sur les communautés autochtones de la Côte-Nord. Je vous recontacterai demain. Au revoir. Allô, mon lapin? Juste pour te dire que je vais arriver un peu en retard ce soir parce que j'ai une réunion avec les collègues. On va certainement commander quelque chose à manger, donc m'attends pas. Tu me manques. Bisous. Bonjour. Je vous appelle concernant l'annonce pour la guitare électrique que vous vendez. Je suis intéressée et j'aimerais bien venir l'essayer. Je vous rappellerai ce soir. Merci. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Accordez-vous de l'importance à la Journée internationale des femmes? Personne A. Je suis féministe, engagée dans plusieurs associations. Je milite depuis des années pour l'égalité et la justice. C'est bien pourquoi je trouve cette journée scandaleuse. Un peu de bonne conscience. Et à l'année prochaine!
Personne B. Quand j'étais plus jeune, je trouvais cette initiative formidable. On mettait tous les problèmes sur la table, on engageait des promesses et des fonds. Aujourd'hui, je ne sais plus trop si ça a encore du sens. Personne C. J'ai grandi dans un milieu très militant. Je suis donc formaté. Je dirais que le combat des femmes reste d'actualité et tout ce que l'on dit et montre lors de cette journée le prouve, malheureusement. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à la mobilité durable? Personne A. À mon avis, l'enjeu de la mobilité n'a jamais été aussi présent dans nos vies. C'est une priorité car nous devons tous nous déplacer pour aller au travail ou à l'école. Donc une meilleure intégration de l'environnement pour nos déplacements, c'est indispensable. Personne B. Pour moi, c'est plus facile à dire qu'à faire. La majorité d'entre nous a pris conscience de son importance. Mais bon, concrètement, on continue d'utiliser nos voitures et les bus sont parfois très polluants. Alors, faut rester réaliste. Personne C. En ce moment, l'environnement et la planète sont presque devenus une religion. Moi, je ne crois pas à tout ça. C'est plutôt au gouvernement et aux entreprises de se bouger pour changer la norme. C'est eux qui polluent. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. S'il vous plaît, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelques mots sur les mauvais chiffres de la violence routière du mois dernier? Rapidement, oui. Je suis consterné par l'augmentation des accidents sur les routes. Vous avez entendu les chiffres, 10% de morts en plus. C'est donc le plus mauvais résultat depuis plus d'1 an. L'irresponsabilité dont certains conducteurs font preuve au volant est à mes yeux criminelle. En conséquence, il va falloir revoir les peines à infliger à ces conducteurs irresponsables. On ne peut pas accepter qu'une minorité mette en danger la vie de tous les autres. Connaissez-vous le musée du Quai Branly qui a ouvert ses portes en 2006? Non? Eh bien, l'ayant moi-même visité il y a quelques jours, je vous conseille d'y aller au plus vite. L'exposition permanente du musée rassemble 3500 objets, invitant le visiteur à voyager dans le temps et l'espace. En effet, toutes les œuvres présentées ici sont chargées d'exotisme. Venues d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, elles nous font découvrir les civilisations anciennes, non occidentales, qui n'avaient pas jusqu'alors reçu toute la considération qu'elles méritaient. Vous allez entendre un long reportage radio. Répondre aux 2 questions.
Elle aurait sans nul doute été surprise de sa célébrité. Elle la doit à ses lettres. Marie de Rabutin Chantal, marquise de Sévigné, demeure une des plus grandes épistolières françaises. Cette femme élégante et spirituelle, qui vécut il y a quelque 350 années, a fait preuve dans sa correspondance d'une véritable modernité. La biographe Anne Berny. Je crois qu'elle aurait été horrifiée si elle avait découvert qu'on mettrait le nez dans ses lettres. C'est une correspondance terriblement privée. Elle se mêle de choses qui ne la regardent absolument pas, qu'elle est très crue, et débat de sujets familiaux qui n'auraient jamais dû sortir précisément de la famille. Elle est une femme de son temps, mariée fort jeune au marquis, un homme infidèle qui meurt dans un duel, mère de 2 enfants et très attachée à sa fille. Madame de Sévigné mène une vie mondaine dont elle se fait savoureusement l'écho. Elle fait de l'information au jour le jour. Ces lettres qu'elle adresse à sa fille, ce sont des chroniques de la cour, des chroniques de la vie parisienne, des potins très souvent, méchants même. Mais c'est infiniment précieux. On lui doit quand même quelques anecdotes indispensables sur la cour de Louis XIV et sur la société de l'époque. En chroniqueuse des temps anciens, cette veuve qui ne se remariera jamais s'est toujours montrée intéressée par les événements marquant son siècle. Extrait d'une de ses lettres en plein procès du surintendant Fouquet. Faire découvrir aux Français une culture francophone qu'ils méconnaissent bien trop souvent. Faire débarquer la francophonie en France. C'est l'ambition de Francophonie, avec 3 F, le festival de la francophonie en France. Plus de 400 manifestations dans 120 villes de France et des dom-toms qui s'achèvent à l'automne. La francophonie, un concept souvent mal défini, associé par beaucoup au passé colonial de notre pays. D'où le pari de la commissaire générale du festival, Monique Vaught, donner une autre image des écrivains et des artistes du monde entier qui ont choisi le français comme langue d'expression. Le public a très très bien compris qu'il y a des gens qui ont choisi le français, même s'ils sont vietnamiens ou autres, et qui rentrent à plein titre dans les rayons de la littérature française, parce que je dirais que dans 100 ans, 200 ans ou plus, pour nous, ils seront là au même titre que Victor Hugo, et Alain Mabanckou sera à côté de Maupassant, etc., dans les rayons. Donc les mentalités évoluent. Bien sûr, il fallait juste en prendre conscience. Mais je vais vous dire une chose, moi-même, j'ai été très surprise. Parce qu'en fait, en commençant cette manifestation, j'étais partie un petit peu sur les a priori français. C'est-à-dire que j'essayais de répondre à ce que mes partenaires français me disaient et qui avaient tendance à dire « Ah, il faut valoriser, il faut aider ». Vous savez, un petit peu une mentalité comme ça, d'ailleurs, pas négative, hein, je veux dire, sauvons le monde. Pouvez-vous vous présenter? Alors, Jérôme Pruneau, je suis directeur général de Diversité Artistique Montréal, organisme sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir la diversité culturelle dans les arts et la culture. Et je suis aussi docteur en ethnologie. Quand et pourquoi avez-vous porté un intérêt à l'interculturel? Je dirais que mon premier intérêt s'est porté quand j'ai vécu en Guadeloupe. Il y a de ça plus de 6 ans déjà, j'ai vécu 8 ans là-bas. Où pour la première fois de ma vie, finalement, c'était moi la minorité visible. Alors c'est toujours intéressant de voir le regard que les autres portent sur soi, comment ça construit finalement une perception de l'autre et dans une possibilité de fait d'échange.
Donc c'est là où la question de l'interculturel est survenue en premier, puis le fait d'être ici à Dame et de travailler avec des artistes on a 98 communautés différentes, nationalités différentes, donc c'est quelque chose qui nous intéresse et dans lequel on baigne tous les jours. Qu'est-ce que l'interculturel représente pour vous dans le milieu artistique? Moi, je trouve qu'au niveau, en tout cas artistique, l'interculturel, c'est vraiment la possibilité d'une co-création, d'une part. Donc la rencontre entre des créateurs, mais aussi la rencontre, et c'est la deuxième chose, je pense que c'est la rencontre entre des esthétiques différentes qui font qu'à un moment donné, finalement, l'esthétique principale, qui peut être liée à une vision très ethnocentrée, et c'est un peu le cas ici au Québec sur la façon de faire de l'art ou de pratiquer de l'art, est remise en question justement au contact de l'interculturel, parce que qu'est-ce qu'on fait de l'art qui est fait ailleurs, qui est éduqué ailleurs, qui est appris ailleurs, transmis ailleurs, qu'est-ce qu'on en fait ou pas, parce que c'est pas toujours évident que justement l'interculturel se produise, mais idéalement c'est de savoir comment on intègre les richesses extérieures à une façon de faire plurielle et non pas unique ou univoque. Et c'est là où l'interculturel est vraiment intéressant, prend du sens, d'autant que la discipline artistique ou le médium artistique peut être un objet naturel d'échange. Deux musiciens montent sur scène, ils jouent, et par la médiation de leur instrument, finalement le contact est déjà établi, donc il y a une facilité quand même au niveau artistique, je trouve, à la rencontre. L'art est une possibilité de rencontre assez facile, parce que c'est ça la difficulté de l'interculturel, c'est de créer la rencontre. Une fois qu'on l'a créée, ensuite il se passe des choses, plus ou moins bien, ça marche plus ou moins bien, mais au moins la rencontre elle a lieu. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'interculturel de toute façon. Selma Benjelit, vous êtes climatologue et vous avez lu le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Quelles en sont les conclusions? Elles sont vertigineuses. Le réchauffement climatique, en provoquant la multiplication de phénomènes climatiques extrêmes, ouragans, inondations, sécheresses, etc., a déjà entraîné des effets négatifs généralisés. Rivages inhabitables, pénurie d'eau potable, déplacement de population, disparition d'espèces animales. Il n'est désormais plus question de les éviter, mais de les freiner. Le GIEC parle d'une injustice fondamentale. Que faut-il entendre par là? Alors qu'ils ne concourent que marginalement au réchauffement climatique, les pays déshérités sont les plus affectés. Les pays riches doivent tenir enfin leur promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an de compensation financière. C'est une question de justice, mais aussi un enjeu de survie et de paix. Documents divers. La séquence tendance Serge Van Brugge du weekend.be. Bonjour Serge Van Brugge. Bonjour Sébastien. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser au consommateur le plus tendance du moment. J'ai nommé le locavore. Alors, on connaissait déjà les herbivores, qui ne mangent que de l'herbe, les carnivores qui mangent de la viande. Eh bien, les locavores se préoccupent quant à eux de l'origine géographique de leurs aliments. En fait, ils se moquent plus ou moins du goût de l'aliment en tant que tel. Ils s'intéressent davantage aux conditions de production et surtout à la quantité de pétrole et de CO2 qu'il leur a fallu produire pour arriver à commercialiser tel ou tel aliment.
Autrement dit, les locavores ne consomment que des aliments produits tout près de chez eux et qui n'ont certainement pas dû être acheminés en avion. Donc, ces locavores, s'inscrivent à fond dans la grande tendance du développement durable. Effectivement, l'idée c'est d'opter pour une nourriture respectueuse de l'environnement. C'est de consommer écolo, entre guillemets, en privilégiant le marché local. Local pour locavore, vous l'aurez deviné, et donc en chouchoutant les fermiers bio des environs et les marchés locaux. Aventurier confirmé, Régis Belleville a fait du désert son terrain de prédilection. Il y a quelques mois, il a tenté l'expérience de la soif dans le désert de Mauritanie. Il a passé un mois seul, en condition de survie, avec une température moyenne de 38 degrés à l'ombre dans la journée, afin d'analyser les effets de cette situation extrême sur le physique et le mental d'un individu. Régis Belleville a tenté de réduire au maximum sa consommation d'eau pour arriver dans les 10 derniers jours à une consommation d'1 litre par jour contre 4 litres quotidiens au début de l'expérience, ce qui représente 2 verres d'eau à boire, le reste étant utilisé pour la préparation de son unique repas. Que vous soyez touriste ou parisien, vous aurez probablement recours au métro pour arpenter la capitale et en découvrir les moindres recoins. Inaugurée en 1900 au moment de l'exposition universelle, la première ligne de métro qui reliait la porte de Vincennes à la porte Maillot a nécessité 17 mois de travaux. La ville de Paris fut chargée de la construction des tunnels, des tranchées, des viaducs et des quais destinés aux passagers. Pour en savoir plus sur le métro parisien, un livre d'archives intitulé « Un ticket pour Paris » retrace l'histoire d'un siècle de bus et de métro dans la capitale. Avec ses 297 stations, ses 16 lignes et ses 212 km de voies, le métro transporte chaque jour 3 900 000 voyageurs. Que de chemin parcouru entre les premières voitures en bois et les rames d'aujourd'hui qui sont parfois entièrement automatisées. Comme d'habitude donc, les tendances un peu version exotique, c'est normal pour l'été, hein? Tout à fait. Vous savez que dans le tourisme, comme dans d'autres secteurs économiques, il existe des cabinets de tendance qui donnent des pistes sur ce que sera le futur probable de nos modes de consommation. Alors, les 2 grosses tendances en hôtellerie comme en restauration sont d'une part le nouveau chic éthique et d'autre part les produits d'exception. On commence avec le nouveau chic éthique. Vous l'aurez compris, il s'agit de jouer désormais sur la fibre écolo des touristes qui se sentent de plus en plus culpabilisés par l'impact que peut avoir leur séjour exotique sur le changement climatique. Alors que faire justement pour les déculpabiliser ? Eh bien, c'est de respecter le côté éco-citoyen des voyageurs en proposant des vacances dans des hôtels qui respectent le développement durable. Comment ? Avec des bâtiments équipés de panneaux solaires sur le toit, des systèmes de traitement des eaux usées, le tri IPRA sélectif des déchets, une décoration des chambres qui privilégie des matériaux de récupération plutôt que le plastique, ou encore des systèmes de climatisation intelligents, c'est-à-dire qui s'arrêtent lorsqu'on laisse une porte ouverte. Donc l'empreinte écologique devient petit à petit un nouveau critère de sélection dans l'hôtellerie aussi. Tout à fait. Et nous ne sommes qu'au tout début du phénomène, puisqu'on pourrait même imaginer à terme que le client devienne entièrement responsable de sa propre consommation d'énergie et de sa gestion d'eau à l'hôtel, avec adaptation de la facture à des petites structures, cela va de soi. Bref, la notion de tourisme écologique n'a plus rien à voir avec celle qu'on imaginait il y a 15 ans. Avant, cela consistait à faire un trekking dans la forêt tropicale ou à observer des animaux dans une réserve. Aujourd'hui, et de plus en plus à l'avenir, le tourisme écologique consistera à insister sur l'étiquette verte entre guillemets d'un hôtel, histoire de réduire au maximum l'impact néfaste des vacanciers sur l'environnement, et donc sur la planète dans son ensemble.
Michel Cabaret, que fait-on avec le pétrole ? Principalement de l'essence pour les voitures. Le pétrole est un liquide noir et collant. C'est en fait un mélange de plusieurs produits. Et pour l'utiliser, en fait, il faut le transformer. Pour cela, on le chauffe à 400 degrés. Et c'est sous l'effet de la chaleur que, dans le pétrole, on sépare les gaz, l'essence, le gazole et le fioul. Et on peut les récupérer pour faire rouler les voitures, voler les avions, mais également pour se chauffer et pour fabriquer de multiples produits comme les médicaments, les vêtements, etc. Et il y a encore beaucoup d'autres utilisations. Mais effectivement, le pétrole est utilisé pour produire les plastiques, par exemple, les pots de yaourt, les bouteilles d'eau minérale, ou encore les sacs qui sont souvent distribués dans les supermarchés sont en plastique. Mais également les tissus, le nylon ou l'acrylique sont aussi issus du pétrole. Finalement, le pétrole est présent dans une multitude d'objets de notre vie quotidienne, si bien que une civilisation sans pétrole qui viendra forcément dans les prochaines décennies nous fait penser qu'il faut dès aujourd'hui commencer à protéger cette ressource qui est épuisable. Alors, Nicolas, la mer sera-t-elle l'avenir de l'homme ? Eh bien, c'est ce que beaucoup s'accordent à penser aujourd'hui. Le Forum international biomarine, qui s'est tenu à Marseille, fonde de nombreux espoirs sur la biologie marine et sur les bienfaits de l'univers marin sur l'homme. La grande richesse des océans est encore largement inexplorée, puisque les océanologues affirment ne connaître aujourd'hui que 15 à 20% de la faune et de la flore qui peuplent nos mers et nos océans. N'oublions pas que la mer recouvre 71% de la surface de notre planète et que, par leur profondeur, les océans représentent un volume habitable 300 fois supérieur à celui des habitats terrestres. Chaque semaine, quelques 35 espèces nouvelles sont découvertes et avec elles de nouvelles molécules, de nouvelles substances qui pourraient bien un jour jouer un rôle déterminant sur notre santé. Néanmoins, quelque persévérants que nous soyons, il nous faudra encore des lustres pour venir à bout de nos découvertes dans ce domaine. C'est une véritable aubaine ? Alors, il faut savoir que l'univers marin est source de nombreuses molécules utilisées dans les traitements contre le cancer, par exemple, ou le sida, avec l'AZT qui provient du hareng. Le dernier type d'antibiotique, la céphalosporine, émane aussi du milieu marin et il est probable que la plupart des médicaments de demain nous viendront de la mer. Mais d'autres secteurs économiques sont également concernés, la cosmétique, l'agroalimentaire, la diététique. La robotique n'a pas fini de nous surprendre. Après le robot chien de compagnie, le robot poisson, capable de détecter la pollution marine, le robot sauteur, le robot grimpeur, le robot violoniste et bien d'autres, voici venu le robot émotif. Nexi, robot mobile, habile et sociable, est un robot humanoïde capable d'interagir avec les humains. Censé se déplacer aussi naturellement que vous et moi, Nexi est doté de 2 mains qui lui permettent de manipuler des objets, de les ramasser et de les porter, mais aussi de vous serrer la main comme une amie. Une amie, car Nexi, robot émotif, est de sexe féminin. Les systèmes vidéo, informatiques et électroniques lui permettent de reconstituer numériquement son environnement et de réagir aux personnes autour d'elle. Son visage, capable d'exprimer des sentiments variés comme la joie, la tristesse, la surprise ou l'embarras, est équipé de caméras au niveau des yeux et de micros dans les oreilles qui lui permettent de participer à une conversation tout en affichant les sentiments adéquats. À quand le robot de compagnie qui pourra vous faire la conversation et s'apitoyer sur vos malheurs tout en faisant quelques tâches ménagères ? C'est probablement pour bientôt. Les Japonais, qui souhaitent utiliser toutes les ressources de la robotique pour améliorer la vie quotidienne des personnes âgées ou handicapées, y travaillent d'arrache-pied. Notre équipe radio au Canada a décidé de suivre la première navigatrice nord-américaine à traverser l'Atlantique Nord direction Est en solitaire. La Montréalaise Mylène Paquette est partie de Halifax le 6 juillet dernier.
Elle devra franchir à la rame la ligne d'arrivée à l'île d'Ouessant le 12 novembre prochain. Si elle réussit cet exploit, elle deviendra la première à parcourir 5000 kilomètres. Elle prévoit environ 130 jours en mer. Ensuite, l'aventurière aura hâte de poser le pied sur la terre ferme. La rameuse recevra des provisions dont des fruits et des légumes frais. Son bateau, une coquille auto-redressable, a été fabriqué à Rimouski. Un des objectifs du voyage de Mylène Paquette est de sensibiliser les gens à l'importance des écosystèmes marins, notamment ceux du fleuve et du golfe Saint-Laurent. Pendant sa navigation, elle dit qu'elle prendra le temps d'échanger avec de jeunes élèves, tant sur son aventure que sur l'océan sur lequel elle naviguera. Mylène Paquette est préposée aux bénéficiaires auprès des enfants de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Elle a découvert la rame océanique à 27 ans. En 2010, elle effectuait une première traversée de l'Atlantique à la rame entre la Barbade et le Maroc. Elle était alors la seule femme d'un équipage de 6 rameurs. Invités à témoigner, 3 réfugiés ont pris la parole pour évoquer leur réalité. À l'heure où les signes d'hostilité se multiplient, leur témoignage indispensable offre une vision brute et nuancée de l'exil. À l'occasion de la Journée nationale des réfugiés, le PREDA, le Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, a voulu donner la parole à 3 d'entre eux pour mettre des visages sur des destins parfois tragiques, souvent méconnus. Ils arrivent du Soudan, du Kurdistan irakien ou de Colombie. Menacés, leur départ a été salutaire mais déchirant. Au Canada, ils repartent de zéro et doivent se reconstruire loin de leur famille. Ils ont 30 ans et sont réfugiés, ils n'ont pas choisi cette situation et ne rêvent que de rentrer chez eux. Tous racontent les difficultés de quitter leur pays, leur famille et leur statut social. Les commentaires sont unanimes. Oui, le Canada a été là pour eux. Le pays les a sauvés en quelque sorte. Par contre, ils ne sont pas là par plaisir, mais par survie. Publié mardi, le rapport annuel du Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, montre que le nombre de réfugiés a augmenté de 3 millions en 2017 contre 300 000 en 2016. Le rapport indique aussi que 4 réfugiés sur 5 sont partis dans un pays voisin du leur. 85% des réfugiés vivent dans un pays en voie de développement. Un chiffre qui rappelle que les pays qui accueillent le plus de réfugiés ne sont ni en Amérique du Nord, ni en Europe. Chambre mixte de la Cour de cassation, arrêt du 28 novembre 2008. Les faits étaient les suivants. Ils étaient dramatiques. Alors qu'il rentrait de son collège dans un train express régional, un jeune garçon de 15 ans s'était mis en tête de réaliser des acrobaties sur une des barres d'appui situées sur le marchepied à l'extérieur d'une des voitures. Il avait délibérément et en dépit des consignes qui l'interdisaient formellement ouvert la porte du wagon alors que le train était en marche. Il avait alors tenté d'exécuter une rotation autour de la barre d'appui, mais il avait plu et celle-ci était devenue glissante. Le jeune garçon avait perdu sa prise, il était tombé du marchepied et s'était tué. Estimant que la faute de cet accident dramatique incombait à la SNCF, les parents de la jeune victime avaient assigné la Société nationale des chemins de fer devant le juge judiciaire pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral qu'ils avaient subi en raison du décès de leur fils. D'appel en pourvoi, l'affaire était arrivée devant la chambre mixte de la Cour de cassation. Ce que souhaitait obtenir la SNCF, c'était une exonération totale de sa responsabilité. Elle s'estimait en effet totalement étrangère à l'accident survenu, celui-ci étant uniquement dû, selon elle, au comportement délibérément dangereux du jeune garçon qui s'était lui-même exposé au risque en violation de toutes les consignes de sécurité établies par la SNCF. Mais compte tenu du caractère particulier du contrat de transport qui lie la SNCF avec les voyageurs qu'elle transporte et qui engage une obligation de sécurité de résultat,
le juge judiciaire estime que la société ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'imprudence de la victime que si, et seulement si, cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure.